Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Grise, l'émission qui retrace l'actualité internationale. C'est l'épisode 2 de cette série. On se retrouve avec les mêmes que la semaine passée. Tristan, salut, comment ça va? Au top et toi? Ça va Comment tu vas? super, merci, ça va, merci. Et toi, Jao, comment ça va? Bah, très bien, bonjour à tous. Et Elisa? Bah, ça va, Ouais? merci. Bah, ça va, c'est cool. Alors, on va commencer comme la semaine dernière, évidemment, avec le retraçage de l'actualité internationale de la semaine passée. Et après, on va embrayer sur toutes vos chroniques respectives qui, je n'en doute pas, seront évidemment passionnantes. On va tout d'abord parler du conflit russo-ukrainien, bien sûr, qui alimente l'actualité internationale. Dans la guerre russo-ukrainienne, si Emmanuel Macron a reçu Volodymyr Zelensky ce lundi à Paris pour aborder la question d'une paix juste et durable, l'implication de deux entrepreneurs de renom dans la résolution du conflit a beaucoup fait parler. Steve Witkoff et Kirill Dmitriev sont deux hommes d'affaires, respectivement américains et russes, missionnés par Donald Trump et Vladimir Poutine de servir d'intermédiaires. Ces deux incontournables de Wall Street bouleversent la diplomatie conventionnelle. La géopolitique mondiale doit désormais compter sur l'implication d'acteurs privés. Elisa, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ce conflit déjà, parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, et surtout de l'implication de ces acteurs privés? Est-ce que ça te surprend ou finalement c'est logique? Bah, on va dire que l'implication d'acteurs privés, connus chacun, pour leur force en négociation, est assez étonnante puisqu'en fait, ça montre, tout simplement la carence, des acteurs publics, des gens qui sont spécialisés tout de même dans ce domaine de la diplomatie, qui sont incapables de s'accorder, pour un plan de paix en Ukraine. Donc c'est assez inquiétant, surtout si, ça peut marcher. Donc finalement, on en arrive à un stade où, les acteurs publics ont un besoin, d'avoir recours à d'autres personnes et c'est pour le moins inquiétant à mon sens. Puis, concernant Emmanuel Macron à Paris avec, Volodymyr Zelensky, c'est aussi, je tiens à ajouter, pour parler, voilà, de leur intention, de vendre des Rafales, je crois, à propos justement de cette lettre d'intention et c'est tout. Et toi, Tristan, tu penses quoi de l'implication de ces acteurs privés? Je ne sais pas si tu as vraiment étudié la Alors, question j'ai ou pas forcément, très bien étudié la suite de ce conflit là sur les derniers jours par rapport à la semaine dernière. Hem, toutefois, je ne trouve pas cela fortement étonnant qu'il y ait des intermédiaires dans la résolution des conflits, simplement parce que c'est quelque chose tout de même, j'ai l'impression de plutôt courant que certains présidents fassent appel à certaines personnes du secteur privé pour, faciliter les relations entre certains pays. Surtout dans des conflits, d'une telle ampleur. Donc c'est pas forcément quelque chose qui m'étonne plus que ça, mais je j'aurais pas forcément le bagage suffisant pour en dire plus, tout simplement. toi? Jao, tu voulais rajouter un truc sur Bah, ou effectivement, je pense que ça va dans la continuité. On a vu aux États-Unis l'importance de Elon Musk ces dernières années. C'est un acteur privé. C'est pas que c'était à l'échelle nationale, mais ça m'étonne pas tant que ça qu'à l'échelle internationale, ces personnes-là qui ont des entreprises qui sont valorisées dans le monde entier, aient un impact sur les politiques. On part maintenant du côté, de l'Amérique du Sud avec la pression qui s'accentue, sur le Venezuela, ciblé par les États-Unis comme fer de lance du trafic de drogue qui inonde le pays de l'oncle Sam. Le président vénézuélien Nicolas Maduro s'est entretenu avec Donald Trump dimanche dernier. Cet échange, fait suite aux révélations, du Washington Post sur des frappes américaines dans les Caraïbes qui auraient déjà tué, 83 personnes depuis le 2 septembre dernier. Si le motif apparent reste la lutte contre le narcotrafic, le Venezuela accuse les États-Unis d'en vouloir à ses réserves de pétrole. Nicolas Maduro a même réclamé de l'OPEP qu'elle l'aide à stopper l'agression qui se prépare, entre guillemets. Jao, est-ce que tu as étudié cette question et cet épineux conflit entre les États-Unis et le Venezuela en terre Caraïbe? Donc c'est pas vraiment du côté du Mais Venezuela. alors, c'est vrai que le conflit entre les 2 pays, il n'y a jamais eu réellement de guerre avant, enfin de conflit armé avant ce qui se passe au Venezuela. Il y a toujours eu des tensions entre les 2. Maintenant, j'ai vu que, là, il y a pas plus tard que quelques heures, heu, Washington a menacé Maduro d'exil. Il a proposé à Maduro de devoir, aller jusqu'en Russie ou pour s'exiler, en fait. Et toi, Tristan, tu penses quoi là de cet embrasement du conflit qui dure déjà depuis septembre, hein, avec pas mal de tensions du côté des Caraïbes? Alors je pense que la question vénézuélienne, c'est simplement, peut-être une sorte de continuité de ce que l'on a vu, ces derniers jours, par rapport notamment à la question de la République dominicaine. Puisque, dans les médias, on a pu, voir, on a pu comprendre que, la République dominicaine, qui est un allié des États-Unis dans les Caraïbes, a permis, la venue, on va dire, autour de son littoral de, il me semble, certains, navires, de guerre américains, C'est vrai. il me semble. Heu
notamment dans cette lutte du narcotrafic. Donc pour moi, c'est simplement une continuité de ce Mmh. qui se faisait déjà et où tout simplement les États-Unis, qui dans un objectif de peut-être protection, de leur littoral, parce qu'en réalité je veux dire la Louisiane ou la Floride sont pas très loin non plus, avec bien sûr une petite touche d'impérialisme tout de même, je pense également. C'est dans cette continuité de protection de son littoral proche et également de protection de son «intérieur» entre guillemets Mmh. par rapport, enfin contre le narcotrafic. Donc je pense que c'est tout simplement dans cette continuité-là. OK. On bascule maintenant du côté, de l'Iran où les bouleversements climatiques font ravage. Le pays, fait face à une sécheresse historique. Il n'a en effet pas plu depuis plus de 200 jours. Le 20 novembre dernier, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que la capitale Téhéran pourrait être délocalisée, dans les années à venir. L'eau est actuellement rationnée par le gouvernement et cette situation climatique va devenir une réelle question d'ordre géopolitique. À noter que d'autres pays ont déjà été contraints dans l'histoire, pour des raisons diverses, de déménager leur capitale. On note la Birmanie, le Kazakhstan et surtout l'Allemagne, suite à la réunification du pays. Elisa, le fait de délocaliser des capitales, comme ça avec, le changement climatique, ça va devenir de plus en plus fréquent, tu penses? Bah, je pense puisque, bah, on assiste quand même, à, un dérèglement climatique et Tristan est calé sur ce sujet apparemment sur le changement des du capital. Mais ce qui moi m'inquiète particulièrement tout de même, c'est que, bah, ils ont dit quand même qu'ils vont, laisser 2 mois et à partir de ce moment-là, ça sera, assez grave. Ils sont, pour l'instant à 12 de rationnement de l'eau. Ils espèrent atteindre les 20, ce qui va être compliqué en 2 mois et donc on va voir que, bah, le changement de capital va plus facilement se faire, sauf que un changement de capital implique nécessairement, bah, le changement, de l'administratif, voilà, on va dire de tout l'épicentre et il y a aussi des très grosses entreprises, sauf que là-bas, il y a quand même, je crois, un tiers du PIB de l'Iran qui se base, à Téhéran et donc à partir de ce moment-là, c'est inquiétant aussi pour le peuple. Pourquoi? Puisqu'il y aura nécessairement une exode qui va se passer, on va dire, bah, rural justement, mais Ouais, en c'est fait ça. de la ville vers, les villages, ce qui, bah, elles ne pourront pas déjà, accéder, on va dire enfin toute la population ne pourra pas accéder à la prochaine capitale et puis surtout, il y aura un gros risque d'inflation et donc une très grosse instabilité, pour le pays. Donc c'est très inquiétant. Et toi, Jao, c'est vrai que c'est important ce qu'elle soulève, c'est le volet économique aussi. Ça peut provoquer aussi des problèmes économiques, du côté, de l'Iran, la délocalisation du capital, parce que c'est quand même l'épicentre économique de l'Iran. Bien sûr, c'est vraiment, les bases sur lesquelles le pays s'était fondé qui recommencent de zéro. En fait, on change complètement l'endroit de toutes les décisions. C'est vrai que je sais pas comment l'Iran va s'en sortir. Il faudrait s'intéresser, aux pays qui ont déjà, eu affaire à ça, pour voir comment la Birmanie ou le Kazakhstan s'en sont remis. Toi, par Ouais, exemple, tu par rapport as à ça, ouais, j'ai quelques petits exemples. c'est l'exemple sur lequel Elijah t'avait lancé. Mais surtout un exemple, mais je suis pas forcément très calé sur la question, mais il serait intéressant, par exemple, d'avoir l'avis d'un spécialiste, peut-être de la géographie ou même un climatologue sur la question de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est peut-être. Parce qu'on sait qu'il y a vraiment une recrudescence de tout ce qui est, montée des eaux, typhons et cetera. Il y en a eu, un il y a pas si longtemps, il me semble, aux Philippines, en Indonésie également. Donc c'est un phénomène qui est, j'ai l'impression, très asiatique. Donc, l'Iran souhaite changer peut-être de capitale. L'Indonésie également a, été dans cette voie-là. Ils ont d'ailleurs, pour projet de la changer. En ce moment d'ailleurs, c'est la nouvelle capitale serait, la capitale de Nusantara en Indonésie sur l'île de Bornéo et le souci étant que le projet a pris énormément de temps à se construire et même lorsque l'on se renseigne dessus, on voit très bien que la nouvelle capitale, pour l'instant, elle n'a rien d'une capitale. Quand on compare à Jakarta sur des images, satellites ou sur certains articles, on voit que elle n'a rien encore de capitale. C'est vrai, enfin, elle n'a rien d'une capitale. Je pense que ce sont des projets qui mettent beaucoup de temps à se construire et qui vont mettre beaucoup de temps à construire et à perdurer dans le temps. Donc ce n'est pas une chose facile. Mais ça sera intéressant de voir comment cela va évoluer en Iran et peut-être même également en Indonésie avec sa nouvelle capitale Nusantara. Actuellement, c'est toujours Jakarta, mais bon, Ouais. c'est compliqué. Et C'est une question très compliquée. c'est intéressant, hein, le point de vue que tu apportes sur, les autres cas.
Vous savez qu'il y a eu l'Allemagne, donc avec la réunification du pays, il y a aussi l'Indonésie avec les catastrophes climatiques. Donc on voit que les priorités et les problèmes changent au fur et à mesure des Effectivement. époques. Et en Asie, j'ai l'impression que c'est surtout lié au changement climatique. Ouais. Donc ce serait intéressant, de se renseigner davantage et vraiment, voir quelles pourraient être les prochaines perspectives pour d'autres pays. Est-ce qu'ils sont également dans cette voie-là? On verra bien. On termine ce flash info en repartant du côté de l'Amérique du Sud. Au Pérou, la situation s'est embrasée en fin de semaine dernière puisque le pays a décidé de fermer sa frontière avec le Chili. Le pays est en pleine élection présidentielle et la potentielle victoire du candidat de droite radicale José Antonio Cast fait craindre un afflux massif de migrants en situation irrégulière vers le Pérou. Cast a promis d'exclure du Chili les 330 000 étrangers en situation irrégulière, à majorité vénézuéliens. Ces migrants cherchent aujourd'hui une porte de sortie. Le Pérou a décrété l'état d'urgence de 60 jours en affirmant ne pas vouloir accueillir de migrants. Au Chili, l'ombre d'Augusto Pinochet plane toujours, tandis que le Pérou continue à collaborer avec le gouvernement sortant. Jao, qu'est-ce que tu penses des tensions là, qui peuvent s'installer entre les deux pays en vue des élections présidentielles et de cet afflux massif justement qui est à craindre? Je trouve ça très intéressant le parallèle qui a été fait avec, Augusto Pinochet. C'est vrai que donc c'est un dirigeant qui a été là pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, au Chili. Cette ombre avait disparu ces récentes années, mais on la voir réapparaître et la voir, avoir autant d'impact sur des centaines de milliers de migrants, c'est assez fort. Le fait que le Pérou ferme aussi sa frontière, heu, c'est vraiment c'est dramatique pour eux. On ne sait pas, enfin, vers où ils vont pouvoir se diriger, parce qu'aucun des 2 pays ne le veulent. Toi, tu as été renseigné sur ce sujet, Tristan Je ou... dirais que surtout, la chose qui est intéressante, c'est que l'on remarque de plus en plus que le, l'arrivée au pouvoir de certains hommes d'État, par exemple au Salvador et en Argentine, donc du coup, Nayib Bukele pour le Salvador et Javier Milei pour l'Argentine, c'est en train d'ouvrir des portes pour, de plus en plus d'hommes d'État classés dans une droite réellement forte. Hem, du coup, j'ai l'impression que de plus en plus de pays en Amérique latine souhaitent de plus en plus aller peut-être vers cette voie-là. Il me semble que, notamment, lors de l'élection de Nayib Bukele, au Salvador et après, lorsqu'il a, il a permis, on va dire, heu, comment dire? L'arrêt d'une certaine criminalité et cetera. Il y a de nombreux pays qui se sont positionnés pour un retour à une certaine, droite forte. En Amérique du Sud, je ne me rappelle plus exactement quel pays, peut-être le Costa Rica et d'autres pays dans, on va dire en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ça serait très intéressant d'observer cette évolution dans les années à venir parce que ça risque d'être très, très intéressant. C'est vrai que c'est des phénomènes qui arrivent par vagues, surtout en Amérique latine. Donc pareil que la décolonisation à ce moment-là, c'est des phénomènes ou la démocratisation, c'est des phénomènes qui arrivent, souvent en même temps, en généralité dans tout le continent. Donc ça pourrait être le nouveau phénomène effectivement. Et toi, Lisa, tu voulais rebondir sur ce qu'il disait ou... Non, j'ai absolument Non? rien à dire sur Vas-y. le sujet. Je suis vraiment pas aussi calée qu'eux pour le coup. OK, il y a pas de problème. En tout cas, voilà, on est revenu un peu sur ces flashs-là. Pas mal d'actualités du côté de l'Amérique latine quand même en ce moment. Donc c'est assez intéressant avant de passer du coup, sur ta chronique Tristan, Effectivement, où, tu vas nous emmener sur, un conflit qui a eu lieu à la fin du 19e siècle peut-être effectivement, ouais. et qui a, conditionné un peu, la géopolitique mondiale à laquelle on peut avoir affaire aujourd'hui. De quel conflit est-ce que tu vas nous parler Tristan? Aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre, américano-espagnole ou hispano-américaine. C'est un conflit qu'on connaît peu en réalité, mais qui finalement a été, réellement fondateur, et qui a eu une énorme influence sur la société d'aujourd'hui, notamment sur les mouvements, géopolitiques pour l'Espagne et pour les États-Unis. Donc c'est un conflit qui est malheureusement qui est malheureusement moins médiatisé que certains autres conflits. Je pense surtout par rapport à la durée de ce conflit, parce que c'était un conflit qui a duré uniquement sur une année. Uniquement sur une année. Mais il est également très important. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ de ce qu'on pourrait appeler le début de l'impérialisme américain et de la chute totale de l'empire colonial espagnol en Amérique latine. En Amérique latine. Donc, avant tout ça, un petit point contexte. En 1898, sur le continent américain, il y a encore une influence espagnole qui est encore très forte. L'Espagne, politiquement, elle demeure assez faible, elle est de plus en plus faible, mais néanmoins, elle a tout de même encore une certaine influence parce qu'elle détient Cuba. Cuba est espagnole à ce moment-là. Porto Rico, idem. Mais à ce moment-là, vous avez des mouvements insurrectionnels
à Cuba et à Porto Rico. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, à ce moment-là, ils voient d'un mauvais œil cette influence espagnole qui est encore sur leur continent. Pourquoi? Parce qu'elle est à mettre en relation avec la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, pour les États-Unis, c'est une doctrine qui veut dire l'Amérique aux Américains. Traduction, le continent américain, nous voulons aucune présence Européenne. d'une européenne, c'est-à-dire d'une autre grande puissance européenne sur notre continent. Donc, si on comprend bien cela, ça veut dire on ne veut pas voir les Espagnols sur notre continent. C'est pour ça que les États-Unis voient d'un mauvais œil cette présence encore proéminente de l'Espagne en Amérique latine. Donc, les Américains souhaitant voir déguerpir les Espagnols, ils se sont mis du côté des, on va dire, des révoltes cubaines et portoricaines, du côté de ces milices cubaines et portoricaines. Il ne leur fallait qu'un prétexte pour débuter un certain conflit contre les Espagnols. Ce prétexte de rentrer en guerre, c'est l'explosion du cuirassé, c'est un navire, du cuirassé Maine dans le port de la Havane. Port de la Havane, la capitale cubaine. Déjà, on peut se demander pourquoi, qu'est-ce que faisait un cuirassé américain au port de la Havane? Officiellement, c'était pour protéger les citoyens américains d'éventuels problèmes. Enfin, voilà, c'était la version officielle, mais officieusement, c'était pour surveiller ce qui se passait dans les Caraïbes, pour avoir un œil sur les insurrections portoricaines et cubaines. Et aujourd'hui, ça reste toujours un mystère. Qui a fait exploser le cuirassé Maine? On ne sait pas pourquoi cette explosion est, pourquoi elle est arrivée, comment elle est arrivée. Vous en faites vos propres conclusions. Ouais, ouais. Vous en faites Ouais, des vos propres conclusions. Mais voilà. Ceci étant dit, c'est le prétexte de rentrer en guerre des États-Unis contre l'Espagne. Et ce conflit, il s'est étendu dans les Caraïbes, mais également en Asie. Parce que les Philippines étaient également une colonie espagnole. Et Guam était également, appartenait également aux Espagnols, et Guam, c'est une île dans le Pacifique. Donc, pour conclure, ce conflit, c'est le début de l'impérialisme américain. Pourquoi? Tout simplement, on a affaire à une défaite espagnole qui est très rapide. Les Américains, ils arrivent en une année, même pas, à clôturer ce conflit et à remporter les batailles. Et à l'issue de ça, Cuba n'appartient plus à l'Espagne, Porto Rico n'appartient plus à l'Espagne non plus, Guam non plus, et les Philippines non plus. Sur le continent sud-américain, il n'y a pratiquement plus aucune présence espagnole. Et à ce moment-là, Cuba ne va pas directement prendre son indépendance. Pareil pour Porto Rico, pareil pour les Philippines, etc., etc. Car Cuba sera annexé, Porto Rico également. Et pourquoi je dis que c'est le début de l'impérialisme américain? Tout simplement parce que ça se reflète encore aujourd'hui. Cuba est sous embargo américain. Guantanamo, qui est un camp américain sur le sol cubain, c'est-à-dire, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Porto Rico, c'est un État qui est annexé par les États-Unis. Encore aujourd'hui, ça fait partie des États américains, même si c'est un cas assez compliqué. Guam, il y a une base navale américaine sur l'île. Et les Philippines, culturellement, en fait, on parle bien plus anglais qu'espagnol sur le continent, sur le territoire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est réellement le début d'un impérialisme américain qui qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Ça se reflète réellement aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Espagne, je veux dire, ce n'est plus du tout un grand État hyper puissant comme peut l'être les États-Unis ou la Russie ou la Chine, peu importe. C'est une grande puissance culturelle, grande, grande puissance culturelle et touristique, sportive, mais ce n'est sportive, bien évidemment, bien vu, hein, Momo. Mais, mais ce n'est plus ce que c'était. C'est pour ça que je dis que c'est réellement le début de l'impérialisme américain sur le continent américain, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, mais pas que. Voilà. Merci beaucoup pour ta chronique. En tout cas, je pense que tu en as appris énormément, sur ça. Cool. Elisa, est-ce que tu penses que ça a vraiment conditionné, la phase géopolitique mondiale aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'on a les prémices justement de ce que sont les États-Unis grâce à ça? Est-ce que ça leur a permis vraiment d'asseoir leur domination, sur le monde occidental?
Sur le monde occidental, les États-Unis, à mon sens, je dirais qu'ils se sont fait après ça, c'est très, subjectif, hein, mais je dirais que les États-Unis se sont faits parce qu'ils ont décidé d'avoir une politique, très individualiste, très protectionniste et ça se voit. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a, d'ailleurs, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, merci, mais ils voient qu'il y a, une présence, européenne sur leur continent américain, justement et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils créent un prétexte pour pouvoir, faire une guerre et donc annexer des territoires. Après, est-ce que bon, ça a été, salvateur? Oui. Pourquoi? Parce que ce ne sont plus des colonies. Par contre, on voit qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des pays qui se portent, spécialement bien. Cuba, je crois qu'économiquement, c'est catastrophique, Alors si je pouvais apporter un oui. petit point, truc qui est intéressant, à expliquer et que j'ai oublié, bien évidemment, c'était un prétexte pour pouvoir avoir la main mise sur ces États. D'ailleurs, à ce moment-là, vers 1898, les États-Unis vont comment dire? C'est-à-dire qu'il y avait des violences qui étaient faites par, l'État espagnol contre les milices cubaines et portoricaines. Mais les Américains ont amplifié cela, se sont mis du côté des révolutionnaires cubains et portoricains. Mais je pense qu'en réalité, les États-Unis n'en avaient pas trop à faire, ils s'en foutaient un peu. Le but, c'était de prendre ces révoltes-là comme prétexte Oui. pour pouvoir, après, pour leurs propres intérêts, s'immiscer un peu plus, sur le continent et augmenter leur influence simplement. Jao, C'est le point que je voulais apporter. excuse-moi. Jao, tu voulais rebondir sur la notion de prétexte Ouais, ou ouais? exactement. Je trouve que la notion de prétexte est bien choisie parce que on voit encore aujourd'hui que Guam ou encore Porto Rico, c'est des territoires qui sont encore américains. Oui, Et je donc ça montre leur hégémonie, leur présence, tout au long du XXe siècle, mmh. enfin partout dans le monde, que ce soit, Guam, dans le Pacifique, Porto Rico sur le continent, nord-américain, et donc plein d'autres ailleurs. C'est pour ça que la notion de prétexte, je trouve, est vraiment importante. On va rester avec toi, Jao, parce que maintenant on va basculer, de chronique avec ce rendez-vous en terre inconnue. On va aller du côté de l'Afrique. Désormais, on va parler d'un pays qui a longtemps servi d'exemple, si je me base sur, ce que tu m'as dit et qui aujourd'hui connaît, une crise, comme c'est le cas de nombreux pays africains. Tu vas nous parler, je vais te laisser, parler du pays en premier et nous le présenter dans ta chronique. Voilà, donc je vais parler du Bénin aujourd'hui, donc une chronique un peu plus actuelle, parce qu'en vue des prochaines élections présidentielles au Bénin, donc en 2026, il est important, je pense, de connaître ou de reconnaître un peu, l'état qu'est le Bénin, et qui reste inconnu de beaucoup de gens. Donc d'abord un petit point géographique sur le pays. Le Bénin, c'est un petit pays qui est situé sur la côte ouest de l'Afrique, entre le Togo et le Nigeria. Il compte à peu près 15 millions d'habitants et donc sa capitale, c'est Porto Novo. C'est pas la plus grande ville, c'est juste la capitale administrative. La capitale, c'est Cotonou, peut-être plus connue. Donc d'un point de vue politique, le Bénin, c'est un pays qui est extrêmement intéressant. Donc pourquoi? Parce que vous le savez peut-être pas, mais c'est un des principaux acteurs de la démocratie en Afrique. Le continent américain, heu, continent africain pardon, Oui, c'est a pour rester sur, Jean Tristan. a longtemps été à contre-courant des régimes populaires à l'international. Donc il faut attendre, les années 90, donc c'est tard, pour que la vague de démocratisation arrive en Afrique. À ce moment-là, donc avant, en 1989, seuls 4 pays n'étaient pas autoritaires. Aujourd'hui, seuls 2 pays n'ont pas été influencés par cette vague de démocratie. Un des principaux acteurs de ce mouvement, c'est donc le Bénin. Dès 90, on assiste dans le pays à une transition démocratique, par voie de ce qu'on appelle conférence nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, pendant 2 semaines, du 19 au 28 février 1990, on réunit donc à Cotonou, la plus grande ville. C'est important de dire Cotonou parce que, Porto Novo, c'est la capitale et ils voulaient justement, nier cette partie politique. On réunit 493 personnes qui vont représenter à la fois le pouvoir, l'opposition, l'armée, le monde rural et même la société civile. Le but, c'est de se concerter pour pouvoir repartir de zéro. Mmh. On veut procéder à une refonte institutionnelle du pays. Donc on veut supprimer toutes les institutions déjà existantes pour oublier le passé colonial, le passé patrimonial autoritaire et repartir sur des nouvelles bases. Donc ce qui est bien, c'est que cette conférence, elle est consensuelle. Tout le monde s'accorde pour la suite. Donc un régime présidentiel né et chaque président est élu pour 5 ans. Le but est donc de pouvoir alterner les dirigeants pour que personne ne reste plus de 2 mandats au pouvoir. Grâce à ça, le Bénin incarne une image de démocratie optimale, au point que donc l'observatoire Freedom House, un observatoire qui est
très reconnue dans le domaine de la science politique, la considère comme une démocratie libre, au même titre que la France par exemple. Et cette image elle est surtout importante dans la région, parce que beaucoup d'autres pays alentours vont copier ce fonctionnement. Le Niger, le Togo, le Tchad par exemple. Mais donc on remarque que c'est principalement des pays francophones, euh, mais que ça a marché réellement que pour le Bénin. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Tu nous as beaucoup parlé d'histoire, mais Voilà, maintenant, donc on arrive à aujourd'hui. En fait, les 10 dernières années au Bénin, elles ont été plutôt critiques pour le pays. Avec l'arrivée donc du dirigeant Patrice Talon, le pays s'est vu perdre son titre de démocratie libre par Freedom House. Donc il l'a perdu en 2019. Cet organisme, il se base sur des facteurs de liberté de la presse, liberté d'expression, liberté de la population, de transparence des élections, ou même de potentielles dérives autoritaristes du dirigeant. Donc l'état de sa démocratie est maintenant perçu comme partiellement libre. On a perdu un cran à l'aube donc des élections présidentielles de 2026. Voilà. Cependant, le dirigeant va forcément changer, puisqu'il a déjà fait ses 2 mandats. Il arrive au terme de son 2e mandat. Sauf coup d'État, on n'est pas à l'abri. Mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, il devrait changer. Avant 2016 et l'élection du dirigeant actuel, la force démocratique du Bénin, c'était l'offre très large de candidats à la présidentielle. Un multipartisme qui est fort et qui est surtout un des facteurs principaux, un des piliers d'une démocratie libre. Sauf que depuis, les discours ont changé. En fait, plusieurs facteurs ont fait valoir la perte du titre de démocratie libre au Bénin. D'abord, une augmentation du contrôle de liberté d'expression et de liberté de la presse. On a l'exemple de plusieurs personnalités qui ont été forcées à l'exil, notamment pour venir en France, à la capitale, le maire de Cotonou. Même une réduction des candidats politiques à la présidentielle. Donc ça, c'est surtout lié à l'instauration de ce qu'on appelle les parrainages des candidats. Donc chaque candidat doit maintenant obtenir le soutien de la part de 15% des élus, que ce soit des maires ou des députés, pour pouvoir se présenter. Ça peut paraître plutôt logique pour garantir des élections plutôt sérieuses, mais en fait, on se rend compte qu'une grande partie des élus appartiennent soit au parti au pouvoir, soit à des partis qui sont proches du pouvoir. Donc, en termes de liberté, ça limite beaucoup, puisque c'est comme si le pouvoir appliquait un filtre à la candidature. Voilà, donc c'est pas vraiment favorable à l'opposition. Pour finir, la démocratie béninoise, elle est en situation de crise. Elle a connu la gloire dans les années 90, en servant de modèle à tout le monde. Mais les élections qui arrivent vont être donc déterminantes et très intéressantes quant à la liberté au Bénin. Reste à savoir si le modèle va persister pour les pays autour. c'était plutôt intéressant. Franchement, je connaissais le Bénin grâce au foot, pour être tout à fait honnête. Sinon vraiment Stéphane Cessignon, je rebondis sur ça, c'était la seule personne que je connais. Daniel William Maroc aussi, il me semble, il y a quelques années, mais je ne connaissais pas du tout. Toi, tu es mis au fait de ce qui se passe en ce moment du côté du Bénin ou pas du tout? Alors, je connaissais que très peu le Bénin, à part Stéphane Cessignon, je le répète. Non, je connaissais très peu le Bénin. La seule chose, que je connaissais, c'était que, il y avait, notamment Kémy Séba qui était un comment dire? Un militant, panafricain assez sulfureux, en France et qui, souhaitait, enfin qui est d'ailleurs revenu en terre béninoise. Il est revenu sur ces terres, hein, au Bénin. Il avait d'ailleurs, brûlé, il me semble, son passeport français et il avait été déchu de sa nationalité française. Du coup, il est revenu sur ses terres au Bénin et il avait, il me semble bien ça avait été relayé par Brut, il me semble. Comme quoi il voulait se présenter aux élections, béninoises de 2026. Donc malheureusement, je n'ai pas suivi, la situation de près là sur les derniers jours et dernières semaines, mais ça serait très intéressant et je serais très curieux de voir où cela en est et si notamment, par exemple, Kémy Séba, sera de la partie lors de ces élections. Ça sera très intéressant de voir, on va dire je pense des politiques, béninois qui baigne déjà dans ce milieu politique au Bénin contre, je veux dire Oui. un ancien Français, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ouais, quelqu'un qui n'est pas né, Oui qui n'a pas voilà, quelqu'un grandi, qui au n'a Bénin, pas ouais. grandi et Mmh. qui n'est pas né au Bénin, mais qui, a souhaité revenir à sa terre natale et à sa culture natale. Donc je trouve ça très intéressant. Bien sûr, parce qu'il est quand même important de préciser que pour valider sa candidature à la présidentielle béninoise, il faut réunir donc les signatures 180 jours avant les élections. Donc ça, c'est justement, ça fait partie de la nouvelle réforme mise par Patrice Talon,
OK. et qui limite encore plus la probable candidature de petits partis qui ont moins de temps pour les réunir. Tu avais déjà entendu parler de Kémy Séba, Elisa, ou pas? Non, absolument pas. Non? Je sais même pas qui c'est, pour Ouais, tout vous bon, dire. bah, Tristan nous aura appris quelque On chose aujourd'hui. plein de choses aujourd'hui, hein. Mais on va conclure par toi d'ailleurs. Elisa qui va nous apprendre des choses, à ton tour avec, un retour dans l'Hexagone. On est parti du côté, du Bénin, on a parlé un peu de l'Amérique latine. Maintenant, on va parler de la France avec les racines religieuses, plus précisément catholiques, de la France avec, ton fun fact, Elisa. Et oui, donc on va voir, la fun fact historique aujourd'hui et comment la France est devenue catholique par, le baptême de Clovis. Donc avec, l'approche des fêtes de Noël, les débats ressortent autour, des crèches installées dans les espaces publics, notamment, dans les mairies, comme à Béziers où, cela a encore provoqué une manifestation, ce samedi, 29 novembre. On parle aussi des crèches, produites ailleurs, comme celle de Bruxelles en Belgique, sans visage, de toutes les couleurs, conçues au nom de l'inclusivité par l'artiste et finalement tout ça montre l'opposition entre l'attachement historique et religieux, donc les traditions d'un côté et la réalité de la laïcité de l'autre. Hem Finalement, on voit, il y a, justement, voilà, finalement, tout ça montre l'opposition, voilà, entre l'attachement historique et religieux et les traditions d'un côté et la réalité, de la laïcité de l'autre et un équilibre qui continue, de diviser, les peuples au sein, d'un même territoire. Pourtant, la France, lors du royaume des Francs, en devenant catholique, a unifié la population, gallo-romaine. Et le mythe autour, du baptême de Clovis arrive et réside dans la fameuse phrase: «Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien». Au départ, Clovis est un barbare païen vénérant les dieux germaniques. Il épouse en 492 Clotilde, une fervente croyante catholique. Elle essaye de le convertir, sans succès. Jusqu'à la bataille de Tolbiac en 496, où Clovis voit son armée se faire écraser. Dans son désespoir, il fait appel au Christ et promet de se baptiser en échange de la victoire. Voyant son vœu exaucé, il se fait alors baptiser, lui et ses 3000 soldats à Reims, par l'évêque Rémi, qui devient le Saint Rémi. Et c'est par cet acte religieux que le royaume des Francs devient chrétien catholique symboliquement et que l'Église est reconnue par l'État. Cette histoire est connue grâce à l'ouvrage de l'évêque Grégoire de Tours dans l'Histoire des Francs, rédigé à la fin du VIe siècle. Et évidemment, l'opportunisme de Clovis derrière ce baptême reste sa motivation réelle. Il gouverne les territoires de Gallo-romains déjà chrétiens depuis des siècles. Cela lui permet d'éviter des tensions religieuses et d'avoir leur loyauté. Puis l'Église catholique le présente comme le roi béni par Dieu, ce qui offre un soutien idéologique, administratif avec des relais locaux et une alliance qui durera des siècles. Plus tard, l'Église prendra une telle place que les futurs rois n'auront pas autant de légitimité, en menant par exemple l'affront connu entre Philippe le Bel et le pape au XIVe siècle. Le pouvoir ecclésiastique devient au fil des années puissant, ce qui déplaît fortement aux personnes exerçant le pouvoir étatique. La Révolution de 1789 voit l'Église comme un pilier de l'Ancien Régime, ce qui l'écarte peu à peu du pouvoir. Puis, lors de la Troisième République, un grand moment de bascule se produit. Un courant ayant commencé dès les Lumières souhaite mettre en place la séparation de l'Église et de l'État au nom de l'égalité. Cela s'est d'abord instauré au sein de l'école publique, puis pour la République. La France devient laïque par la loi du 9 décembre 1905 à propos de la séparation des églises et de l'État, qui met fin à des siècles d'alliances étroites entre pouvoir politique et catholicisme. Bien que la laïcité en France soit largement acceptée, elle fait encore débat dans l'espace public. La place des religions dans le monde demeure toujours importante. Par exemple, la venue du pape Léon XIV au Liban pour faire passer un message de paix dépend encore l'influence de la religion sur les peuples et sur les pouvoirs politiques, mais encore la ferveur même des peuples, comme l'a été en France par la venue du pape François le 15 décembre 2024 en Corse. OK, franchement, très intéressant. Et oui. Vraiment, il y a eu un super retour historique, je trouve, sur toute cette, histoire justement. Toi, Tristan, l'histoire catholique de la France et ce qu'elle est devenue finalement aujourd'hui avec, ce décret sur la laïcité. Mais qu'est-ce que tu penses finalement de tout ça, toute cette dévolution de la place de la Mmh. religion, justement? Je pense que ça tout le monde peut avoir des avis différents là-dessus. Je pense que de manière générale, c'est tout de même toujours bien, comment dire? De reconnaître que la place de la religion peut être importante, sans forcément la mettre, sans forcément comment dire? Sans forcément faire en sorte qu'elle devienne religion d'État
et sans forcément être dans une espèce de totalitarisme religieux. Néanmoins, je trouve ça important, que certains pays puissent, mettre la religion au centre, de leur société, et de leur, comment dire? Au centre de leur société. Tout simplement de montrer que c'est quelque chose d'important et que, tout simplement, que telle ou telle religion a été, très, très importante dans la construction de la société d'un pays. Je trouve que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus dans certains pays. Je trouve ça tout de même un peu regrettable, mais voilà, c'était le point de vue que je voulais apporter. Et toi, Jao, est-ce que tu juges qu'aujourd'hui la religion, elle est aussi importante qu'elle pouvait être dans le passé, dans les différents pays ou dans la société occidentale? Ou, finalement c'est devenu davantage une question privée et tabou? Alors effectivement, c'est devenu, je pense, une question privée par rapport, au siècle précédent, parce qu'il y a de moins en moins de pays qui dirigent en fonction de la religion. Alors il me semble qu'encore en France aujourd'hui, dans certaines régions, l'Alsace, qui n'était pas française en 1905, qui n'était donc pas, présente quand il y a eu la séparation entre l'Église et l'État, n'a pas d'obligation de cette séparation, il me semble. De fait, elle le fait. Il y a la séparation, il y a toujours, donc école publique et cetera. Mais donc juridiquement, il me semble que l'Église et l'État ne sont pas séparés en Alsace, par exemple. Après c'est sûr que la religion maintenant, en tout cas dans les sociétés occidentales, heu, c'est plus un sujet qui reste privé, peut-être pas tabou quand même, mais qui reste, privé, et qui reste propre à chacun et non pas propre à, donc une nation ou un pays. OK. Et toi, tu voulais rajouter un truc, Elisa, sur ta chronique ou quelque chose en particulier? Non, tout simplement que oui, bah, maintenant la France est un État laïque. Maintenant la question, auquel je vais pas répondre, c'est est-ce qu'on a des racines et des traditions, catholiques qu'il faut absolument respecter? C'est à vous de voir. Mais c'est vrai que ça, c'est un débat qui revient souvent, hein. Beaucoup de gens qui veulent justement ce retour, aux traditions. Il y a des personnes qui peuvent le regretter. Je pense que ça, c'est propre à chacun, au final. Effectivement, c'est un débat qui revient en France et même à l'échelle, européenne, donc ça sera une question importante, je pense, encore une fois, dans les années à venir. Quelque chose qui va beaucoup bouger, je Ouais. pense. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait vos chroniques, d'être venus déjà, ça c'est pas mal. Et on se retrouve, certainement pour l'épisode 3 dès la semaine prochaine, où on pourra avoir, Faisant toutes les semaines. de nouvelles chroniques. Ouais, toutes les semaines on sera là. Tous les lundis à 18h en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bonne Salut. soirée à vous.